Mon fiancé a exigé une pause pour être avec ma sœur. Je leur ai donné ma bénédiction. Puis j'ai vendu notre maison de rêve et j'ai disparu sans laisser de traces. Je m'appelle Clara. J'ai 27 ans et mon monde s'est écroulé lorsque mon fiancé a exigé une pause pour pouvoir être avec ma propre sœur. Avant de vous raconter comment j'ai vendu la maison de nos rêves sous leur nez et disparu sans laisser de traces, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. C'est arrivé un mardi. Je me souviens de l'odeur du nettoyant au citron que j'avais utilisé sur la table basse ce matin-là et de la façon dont le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores, projetant de longues bandes de lumière sur le parquet. Tout était normal. Tout était calme. Trop calme. Marc était assis sur le canapé en lin gris, celui que nous avions passé 3 week-ends à choisir ensemble. Il fixait ses mains, retournant son téléphone encore et encore. Je me suis assise à côté de lui, laissant un petit espace poli entre nous. Et, dis-je doucement. Tu as été silencieux toute la journée. Est-ce que tout va bien? Il m'a finalement regardé et ses yeux, c'étaient les yeux d'un inconnu. La chaleur avait disparu. L'affection facile que nous avions partagée pendant 4 ans s'était tout simplement évaporée. Clara, il faut qu'on parle. L'air a quitté mes poumons. C'était comme si le monde était soudainement devenu silencieux, remplacé par un sifflement aigu dans mes oreilles. Chaque femme sait ce que ces mots signifient. C'est le début de la fin. Il ne soutenait pas mon regard. Il regardait le mur, le sol, n'importe où sauf moi. C'est à propos de Sarah, dit-il, la voix plate. Ma sœur? Ma petite sœur, qui est censée être ma demoiselle d'honneur. Qu'est-ce qu'il y a avec elle, demandai-je, ma propre voix semblant faible et lointaine. Il prit une profonde inspiration, le genre d'inspiration qu'un homme prend avant de porter un coup fatal. Elle traverse une période très difficile depuis sa rupture. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin de sa famille. Il marqua une pause, puis lâcha enfin la bombe. Elle a besoin de moi en ce moment. Et je pense que nous devons faire une pause. Une pause? Le mot flottait dans l'air, laid et obscène. Une pause pour ma sœur. La logique était si tordue, si insensée que je ne pouvais même pas formuler une réponse. Je le fixais, mon esprit s'efforçant de donner un sens aux absurdités qu'il débitait. Il rompait nos fiançailles, mettait fin à notre vie commune, parce que ma sœur avait besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. C'est alors que j'ai su, avec une certitude qui m'a glacé le sang, qu'il s'agissait de bien plus qu'une épaule sur laquelle pleurer. Il y a à peine 6 mois, ce silence était rempli de rire. Nous planifions notre avenir dans cette même pièce. Nous avions finalisé le lieu de notre mariage de rêve, un magnifique petit château dans le Bordelais. Nos faire-part étaient déjà conçus. Nous vivions dans la belle maison de ville à Lyon que j'avais reçue en héritage de ma grand-mère. Un endroit rempli de lumière et de souvenirs heureux. Un endroit que Marc appelait toujours notre maison pour la vie. Nous avions une vie réelle, solide, tangible. Du moins, c'est ce que je pensais. Le changement avait été subtil au début. Un lent empoisonnement que j'avais volontairement ignoré. Ça a commencé avec les préparatifs du mariage. Marc, qui avait été si enthousiaste à l'idée de choisir le menu et le groupe, est soudainement devenu distant. Chaque question que je posais était accueillie par un soupir et un geste de la main. Chérie, je n'ai juste pas la tête à ça en ce moment, disait-il. Sarah traverse une période vraiment difficile. J'étais au téléphone avec elle pendant des heures hier soir. Sarah. C'était toujours Sarah. Après que son petit ami de 6 mois l'ait larguée, elle s'était accrochée à Marc. Au début, j'ai trouvé ça adorable. Il se comportait comme un bon futur beau-frère. Elle l'appelait pour des conseils. Elle venait dîner, les yeux rouges de larmes, et il s'asseyait avec elle sur la terrasse pendant que je cuisinais, leurs têtes penchées l'une vers l'autre en conversation feutrée. Puis elle a commencé à laisser des affaires chez nous. Un pull, un livre, sa tasse à café préférée. C'était comme si elle marquait lentement son territoire, s'insinuant dans le tissu de notre foyer. Je me disais que j'étais paranoïaque. Je me disais que j'étais une mauvaise sœur. Comment pouvais-je être jalouse alors qu'elle souffrait autant? Ma mère m'a même appelé une fois, sa voix acérée de désapprobation. Clara, tu dois être plus compréhensive. Sarah admire Marc comme un grand frère. Tu as de la chance d'avoir un fiancé qui se soucie autant de la famille.
J'ai laissé ces paroles me réduire au silence par la honte. J'ai refoulé mes doutes, les enterrant sous une montagne de culpabilité. Je souriais quand Sarah envoyait des SMS à Marc tard le soir. Je faisais semblant de ne pas remarquer quand il sortait pour prendre ses appels. J'étais compréhensive. J'étais une bonne sœur, une bonne fiancée, jusqu'à cette nuit-là, environ une semaine avant qu'il ne lâche la bombe. Je me suis réveillé vers 2 heures du matin, la gorge sèche. En marchant dans le couloir vers la cuisine, je l'ai entendu. Un faible murmure venant de la terrasse arrière. La porte-fenêtre était juste entr'ouverte, laissant entrer l'air frais de la nuit. C'était la voix de Marc, feutrée mais claire. « Ne t'inquiète pas, disait-il, son ton doux et intime d'une manière qui me donnait la chair de poule. Je vais bientôt m'occuper de Clara. Nous devons juste être malins à ce sujet. » Mon sang se glaça. Le verre que j'allais prendre pour boire de l'eau glissa de ma main, mais je le rattrapai juste avant qu'il ne touche le sol, mes jointures blanches. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, chaque battement un tambour assourdissant dans le silence suffocant de la maison. Je suis resté là, caché dans l'ombre du couloir, et je savais que je devais le confronter. Je devais savoir. Mais mes pieds semblaient cloués au sol. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Excuse-moi. Étais-tu en train de comploter mon exécution émotionnelle avec ma petite sœur? La lâcheté a pris le dessus. Je suis retourné me coucher en rampant, mon côté du matelas semblant vaste et froid, et je suis resté là, les yeux grands ouverts dans le noir, écoutant le son de sa respiration quand il est finalement rentré. C'était la trahison la plus profonde que je pouvais imaginer, et je ne l'avais même pas encore confronté. J'ai juste laissé le poison de ses paroles s'infiltrer dans mes veines. La semaine suivante fut un enfer d'un genre particulier. C'était une performance. J'étais une actrice dans les dernières scènes tragiques d'une pièce dont j'ignorais faire partie. Je souriais. Je faisais du café. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Et pendant tout ce temps, j'observais. J'observais la façon dont son téléphone n'était plus jamais posé face vers le haut sur le comptoir. J'observais comment il tressaillait de manière presque imperceptible quand j'entrais dans une pièce alors qu'il envoyait des SMS. Je voyais les regards complices et entendu que lui et Sarah échangeaient à table. Des regards qu'il pensait que j'étais trop naïve, trop confiante, trop stupide pour remarquer. Il me traitait comme un fantôme dans ma propre maison. Un meuble qu'il devait contourner en attendant que les déménageurs arrivent. Il pensait que j'étais inconsciente. Il m'avait sous-estimé. Il l'avait toujours fait. La confrontation, quand elle a finalement eu lieu, n'a pas été une explosion de feu. C'était une exécution froide et calculée. C'était ce mardi après-midi, celui dont je vous ai parlé. Le jour où ma vie s'est scindée en un avant et un après. Il m'a fait asseoir sur ce canapé gris, celui que nous étions encore en train de payer, et il a débité son texte. Il avait répété. Je pouvais le sentir. Chaque mot était choisi pour infliger un maximum de douleur tout en lui donnant un maximum de déni plausible. Clara, commença-t-il, sa voix dégoulinant de fausse sincérité. Tu sais à quel point je t'aime. Un mensonge. Et tu sais, je vois Sarah comme la petite sœur que je n'ai jamais eue. Un mensonge encore plus gros. Il continua, tissant une toile de gaslighting et de manipulation qui était à la fois époustouflante et nauséabonde. Il a dépeint ma sœur comme un oiseau fragile et brisé, et lui-même comme son noble sauveur. Il m'a dit qu'elle faisait des crises de panique, qu'elle ne mangeait pas, qu'elle avait besoin de lui. Il a dit que notre relation était assez forte pour supporter cela. Il a appelé ça un test. Il a vraiment utilisé ce mot. Un test de notre amour, un test de ma compassion, un test de mon engagement envers la famille. Si tu m'aimes vraiment, dit-il, ses yeux suppliants mais en quelque sorte froids et morts. Tu comprendras. Tu me donneras cet espace pour l'aider. Une vraie partenaire voudrait que je fasse ce qui est juste. Il déformait la situation, transformant son infidélité, sa trahison, en un noble sacrifice. Et pire encore, il faisait de moi la méchante si je n'acceptais pas. Si je m'opposais, je n'étais pas une fiancée aimante. J'étais une sœur cruelle et égoïste, jalouse de la douleur de sa sœur. C'était un chef-d'œuvre de cruauté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Un étrange calme glacial s'était installé en moi. J'avais déjà entendu la vérité sur la terrasse en pleine nuit. Ceci n'était que l'histoire officielle, celle qu'ils avaient concoctée pour me garder silencieuse,
pour me faire attendre dans les coulisses comme une idiote pendant qu'ils commençaient leur vie ensemble. Alors, j'ai simplement hoché la tête. J'ai laissé le silence s'étirer, regardant la panique vaciller dans ses yeux. Il s'attendait à une dispute. Il en voulait une. Une dispute l'aurait validé, lui aurait donné l'impression d'être déchiré entre deux femmes qu'il aimait. J'ai refusé de lui donner cette satisfaction. D'accord, Marc, dis-je, ma voix étrangement stable. Il cligna des yeux, déstabilisé. D'accord, juste d'accord? Oui, dis-je. Si tu as besoin d'une pause pour aller soutenir ma sœur, alors tu devrais le faire. Un soulagement envahit son visage, si pur et non dissimulé que ce fut comme une seconde gifle. Il a même souri. Merci, Clara. Je savais que tu comprendrais. C'est juste pour un petit moment. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Je vais juste faire une valise et rester chez un ami pour un temps. Donner à Sarah un peu d'espace pour venir parler. Il se leva, m'embrassa sur le haut de la tête, un geste si condescendant qu'il me donna la chair de poule, et entra dans notre chambre. Je suis restée assise là, écoutant les bruits de lui emballant sa vie avec moi. Le zip d'une valise, le cliquetis des articles de toilette. 10 minutes plus tard, il sortit, sac à la main. « Je t'aime », dit-il depuis l'embrasure de la porte. Je l'ai juste regardé. Je ne lui ai pas répondu. La porte se referma derrière lui, et le clic de la serrure résonna dans le silence soudain et assourdissant de la maison. J'étais seul. Et à ce moment-là, je n'étais pas seulement le cœur brisé. J'étais une femme avec un plan. Pendant environ 1 heure, je n'ai pas bougé. Je suis resté assise sur ce canapé, l'empreinte dans le coussin à côté de moi se relevant lentement, effaçant la dernière trace physique de lui. Le silence était un poids physique qui m'oppressait. Les larmes que j'avais refusé de verser devant lui sont finalement venues, chaudes et furieuses. Ce n'était pas seulement le chagrin pour l'homme que je pensais aimer. C'était une rage profonde et gutturale face à l'audace pure de la trahison, de mon fiancé, de ma propre sœur. Ma main tremblait en attrapant mon téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne que je pouvais appeler. Mes doigts ont tâtonné en faisant défiler jusqu'à son nom. Olivia, ma meilleure amie depuis l'école maternelle. La seule personne qui m'avait accompagné à travers chaque genou écorché, chaque drame de lycée, chaque triomphe et chaque échec. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Et, toi? Je pensais justement à toi. Vous avez finalement choisi le traiteur? Sa voix joyeuse a brisé ma contenance. Un sanglot m'a déchiré, brut et laid. Clara, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix s'est instantanément aiguisée d'inquiétude. J'ai essayé de parler, mais les mots étaient coincés derrière un mur de larmes. Il est parti, Liv, ai-je finalement réussi à étouffer. Parti? Qu'est-ce que tu veux dire par parti? Genre, au magasin? Non, ai-je murmuré. Il est parti. Il veut une pause. Je pouvais l'entendre prendre une inspiration brusque. Une pause? Une pause de quoi? Le mariage est dans 5 mois. De quoi diable parle-t-il? Et puis je lui ai tout dit. Les appels tardifs, la présence constante de ma sœur, la conversation feutrée sur la terrasse, et finalement le discours froid et répété sur le fait qu'il devait me quitter pour aller soutenir Sarah. J'ai tout déballé, chaque détail humiliant, les mots sortant de moi en un torrent de douleur et de colère. Pendant un long moment après que j'ai fini, il n'y eut que le silence à l'autre bout du fil. Je pouvais l'imaginer, arpentant probablement son appartement, son visage un masque d'incrédulité. Puis elle a parlé, et sa voix était dangereusement calme. Il a fait quoi? Avec ta sœur? Oh, absolument pas, Clara. Le calme avait disparu, remplacé par la juste fureur d'une véritable amie. Non, non, non. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de te mettre sur une étagère comme une poupée avec laquelle il jouera plus tard. Surtout pas pour ta sœur. C'est la chose la plus dégoûtante et lâche que j'ai jamais entendue. L'entendre le dire, entendre la validation dans sa voix, c'était comme une éclaboussure d'eau glacée sur mon visage. Elle ne me disait pas de me calmer. Elle ne me disait pas de voir son point de vue. Elle me renvoyait ma propre rage, décuplée. Il pense que je vais l'attendre, dis-je, ma voix gagnant en force. Il pense vraiment que je vais juste rester assise ici dans cette maison, à arroser les plantes et à attendre qu'il décide si je suis toujours celle qu'il veut.
Et est-ce que tu vas le faire? Demanda Olivia, sa voix douce mais ferme. Un feu s'est allumé dans ma poitrine, un feu que je pensais éteint. Non, dis-je, le mot ayant le goût de la liberté. Non, je ne le ferai pas. Je me suis levé et j'ai commencé à arpenter le salon. Le téléphone pressait fort contre mon oreille. Il pense que c'est notre maison. Il parle des rénovations qu'il a faites, de la terrasse qu'il a construite. Il oublie à qui appartient l'acte de propriété. Il oublie que c'était la maison de ma grand-mère, Olivia. Mon héritage. C'est ma maison. Tu as bien raison, dit-elle. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et d'un coup, le chemin à suivre est devenu limpide. Le brouillard de chagrin et de confusion s'est levé, remplacé par une clarté froide et nette. Je n'étais pas une victime dans cette histoire. J'étais celle qui tenait toutes les cartes. J'ai arrêté d'arpenter et je me suis tenu au milieu du salon, regardant la vie qu'il avait si nonchalamment décidé de mettre en pause. Je vais la vendre, dis-je. Les mots sont sortis avant même que j'aie pleinement formé la pensée, mais ils semblaient justes. Ils semblaient puissants. Tu vas quoi? Je vends la maison, Liv. Et je me tire d'ici. Il veut une pause. Je vais lui donner une pause. Une pause permanente. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, mes mouvements maintenant remplis d'une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai cherché sur Google les meilleurs agents immobiliers de Lyon. Le premier nom qui est apparu était celui d'une femme au sourire confiant et une série d'avis 5 étoiles. Je n'ai pas hésité. J'ai composé le numéro. Une voix professionnelle et amicale a répondu. Sophie Martel à l'appareil. Bonjour, Madame Martel, dis-je, ma voix stable et professionnelle, complètement étrangère à la femme en larmes que j'étais il y a à peine 10 minutes. Je m'appelle Clara Miller. J'ai besoin de vendre ma maison et je dois le faire le plus rapidement possible. Et en raccrochant le téléphone, un étrange sentiment de calme m'envahit. Le chemin à venir était terrifiant, mais pour la première fois depuis des semaines, c'était à moi de le choisir. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Cela me fait savoir que vous m'avez donné un j'aime, et cela me dit que vous êtes là avec moi dans ce voyage. Votre soutien est un encouragement incroyable pour moi. S'il vous plaît, commentez avec le chiffre 1 et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Les 2 jours suivants furent un tourbillon d'actions méthodiques et silencieuses. Sophie, l'agent immobilier, était une force de la nature. Elle est venue dès le lendemain matin, le regard vif et l'attitude purement professionnelle. Elle a parcouru ma maison, la maison de ma grand-mère, prenant des notes et soulignant ses meilleurs atouts. Elle n'a posé aucune question personnelle. Elle n'a pas demandé pourquoi les photos sur la cheminée étaient soudainement toutes retournées. Elle a juste vu la valeur de la propriété et a présenté un plan clair et agressif pour la vendre. Le marché est en pleine effervescence, Clara, dit-elle, la voix confiante. Nous aurons cette maison sous compromis de vente en un clin d'œil. Nous avons décidé de mettre un panneau à vendre, mais seulement dans le jardin arrière, caché de la rue pour le moment. Cet après-midi-là, j'ai commencé à faire des cartons. Pas mes affaires. Les siennes. J'ai parcouru la maison comme un chirurgien, extirpant toute trace de marque. Ses vêtements du placard, sa brosse à dents du porte-brosse à dents, son livre à moitié lu de la table de chevet. J'ai tout emballé dans des boîtes avec une efficacité froide et détachée. Il n'y a pas eu de larmes. Chaque objet que j'emballais me donnait l'impression de récupérer une partie de mon âme. Ce n'était plus notre maison. C'était la mienne. L'appel est arrivé jeudi après-midi. C'était ma mère. Clara, ma chérie, dit-elle, sa voix un peu trop enjouée. Sarah et moi pensions passer. Et Marc va nous y retrouver. Il se sent tellement mal à propos de toute cette situation, et nous pensons tous qu'il est temps d'en parler en famille. Mon estomac se noie. Ce n'était pas une demande. C'était une annonce, une embuscade. Il venait chez moi, dans mon sanctuaire, pour se liguer contre moi, pour me faire pression, pour me culpabiliser, pour me briser jusqu'à ce que j'accepte d'être la paillasson silencieuse et indulgente dont ils avaient besoin. Maman, ce n'est pas le bon moment, dis-je, essayant de garder ma voix stable. N'importe quoi, lança-t-elle. On sera là dans 20 minutes. On apportera des viennoiseries. Et elle a raccroché. Je suis resté dans mon salon, entouré de boîtes soigneusement scotchées, et une vague de panique pure m'a submergé.
Puis, tout aussi rapidement, elle a été remplacée par une fureur froide. Il voulait venir dans ma maison et me faire la morale. Très bien, qu'il vienne. J'ai déplacé les boîtes dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Je me suis fait une tasse de thé, mes mains tremblant légèrement. Je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu. Ils sont arrivés exactement 20 minutes plus tard, un front uni de trahison. Ma mère, Marie, est entrée la première, une boîte de pâtisserie à la main et un air de sympathie étrange sur le visage. Sarah la suivait, les yeux baissés, l'image même d'une petite sœur repentante. Et puis est venu Marc, l'air fatigué et triste, une performance digne d'un Oscar. « Oh, ma chérie », dit ma mère en se précipitant pour me serrer dans ses bras. Je suis resté raide dans son étreinte. Nous sommes tous si inquiets pour toi. Ils se sont assis sur le canapé en face de moi, un panel de juges prêts à rendre leur verdict sur ma douleur. Clara, commença ma mère, endossant son rôle de négociatrice en chef. Nous devons être raisonnables. Marc a tout expliqué. Il essayait juste d'être là pour ta sœur. La famille s'entraide. Toute cette histoire de pause n'est qu'un malentendu. J'ai regardé Sarah. Elle ne croisait pas mon regard. Elle fixait juste ses mains, faisant tourner une bague en argent autour de son doigt. La bague que Marc lui avait offerte pour son anniversaire l'année dernière. « Clara, tu es si dramatique », continua ma mère, sa voix perdant son ton sympathique. « Ta sœur est fragile en ce moment et Marc est juste un homme bien. Tu devrais être fier de lui, pas le repousser. » C'était un coup de poing dans le ventre, une invalidation complète et totale de mes sentiments, de ma réalité. Ma propre mère prenait leur parti. Elle me traitait de dramatique parce que j'étais dévasté par la destruction de mon avenir. Marc a finalement parlé, sa voix basse et pleine de chagrin. « Clara, bébé, tu me manques. Notre maison me manque. Ça a été plus dur que je ne l'aurais jamais imaginé. Je veux juste rentrer à la maison. On peut surmonter ça. Je sais qu'on peut. » Il a regardé autour de la pièce, un sourire mélancolique sur son visage. « On a tellement travaillé sur cet endroit. Tu te souviens de la construction de cette terrasse ? On pourrait faire un barbecue ce week-end. Comme au bon vieux temps. » L'ironie dramatique était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Il parlait de barbecue sur la terrasse, complètement inconscient du fait qu'un panneau de 1,20 m annonçant la vente de sa maison pour la vie était planté dans la pelouse à quelques mètres de là. Je les ai regardés tous les trois. Ma mère, ma sœur, l'homme que j'étais censé épouser. Une famille, mais pas ma famille. Je leur ai offert la performance de ma vie. J'ai laissé quelques larmes couler. J'ai hoché la tête docilement. Je leur ai dit que j'étais confuse. Je leur ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. J'ai joué le rôle de la femme au cœur brisé et fragile qu'ils s'attendaient à ce que je sois. Ça a marché. Ils se sont visiblement détendus. Ma mère m'a tapoté la main, me disant que je faisais ce qu'il fallait. Sarah a finalement levé les yeux et m'a offert un petit sourire à queue de gratitude. Marc avait l'air soulagé, confiant que son plan fonctionnait, que son option de secours était assurée. Ils sont partis peu après, convaincus d'avoir réussi à gérer la situation. « On se parle bientôt, bébé », dit Marc à la porte, en essayant de m'embrasser. J'ai tourné la tête pour que ses lèvres rencontrent ma joue. Au moment où leur voiture a quitté le trottoir, j'ai verrouillé la porte et je me suis appuyé contre elle, le cœur battant. Le masque est tombé. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai ouvert la porte en grand, regardant les boîtes remplies de sa vie. Demain, elle serait partie. Le lendemain, le panneau à vendre serait déplacé dans le jardin de devant. Je leur avais donné leur spectacle, mais l'acte final m'appartenait entièrement. Cette nuit-là, j'ai réservé une entreprise de déménagement en ligne. Destination, un box de stockage près de l'immeuble où j'avais entendu Sarah mentionner qu'elle et Marc cherchaient en centre-ville. J'ai tapé une note courte et simple à scotcher sur la boîte principale. Voici le reste de tes affaires. Bonne chance dans ta nouvelle vie. Pas de colère, pas de tristesse, juste une coupure simple et nette. Il voulait une pause. Je lui donnai une rupture nette. La semaine qui a suivi a été un tourbillon. L'entreprise de déménagement est venue et a effacé toute trace de Marc. Le panneau à vendre a été installé dans le jardin de devant, audacieux et sans excuse. Sophie a organisé une visite libre ce week-end-là, et le lundi, nous avions 3 offres, tout au-dessus du prix demandé.
C'était surréaliste. La vie que j'avais construite pendant 4 ans était démantelée et vendue en quelques jours. Et je ne m'étais jamais senti aussi en contrôle. Pendant que le divorce de mon ancienne vie, car c'est ce que je ressentais, se finalisait à travers des contrats immobiliers, je planifiais mon évasion. J'avais passivement regardé une opportunité de promotion au sein de mon entreprise de technologie, un poste de chef de projet senior sur notre campus de Bordeaux. C'était un pari audacieux, quelque chose que je m'étais dit que je postulerais un jour. Ce jour était arrivé. J'ai peaufiné mon CV, écrit une lettre de motivation percutante, et j'ai cliqué sur envoyer. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était le chef de la division de Bordeaux. Il suivait mon travail. Ils adoraient mon portfolio. Et pouvais-je prendre le train pour un entretien la semaine prochaine? J'ai réservé le billet sans une seconde d'hésitation. J'ai fait un seul bagage à main, et alors que le TGV quittait Lyon, laissant mon ancienne vie derrière moi, je ne me sentais pas triste. Je ressentais un sentiment de liberté palpitant et terrifiant. L'entretien à Bordeaux fut un tourbillon de confiance que je ne savais pas posséder. J'ai parfaitement répondu à chaque question. Je suis sorti de ce bureau en sachant que j'avais obtenu le poste. Ce soir-là, assise dans ma chambre d'hôtel, j'ai accepté l'offre officielle. Mon salaire serait 30% plus élevé. Je recommençais à zéro, et je le faisais selon mes propres termes. La vente de la maison s'est officiellement conclue la semaine suivante. L'argent de la vente, mon argent de mon héritage, a été viré sur mon compte bancaire. J'ai emballé mes propres affaires, vendu les meubles que je ne voulais pas, et expédié le reste dans un nouvel appartement que j'avais loué en ligne dans un quartier branché de Bordeaux. C'est seulement alors, une fois que toute la poussière logistique était retombée, que j'ai fait savoir au monde. Je me suis connecté à Facebook, les mains stables. J'aurais pu déclencher une tempête. J'aurais pu les dénoncer, poster des captures d'écran, dire au monde ce que mon fiancé et ma sœur avaient fait. Mais cela aurait été leur drame, pas ma victoire. Au lieu de cela, j'ai choisi une seule photo souriante de moi lors de mon voyage à Bordeaux, debout devant le miroir d'eau. Et j'ai écrit une légende simple et nette. Heureuse d'annoncer que je commence un nouveau chapitre. J'ai accepté une promotion en tant que chef de projet senior et je suis ravi de considérer Bordeaux comme ma nouvelle maison. Parfois, quand une porte se ferme, une porte beaucoup plus grande et meilleure s'ouvre. À de nouveaux commencements. J'ai cliqué sur publier et j'ai éteint mon téléphone. Quand je l'ai rallumé quelques heures plus tard, c'était une tempête, mais pas celle que j'avais prévue. C'était une explosion de soutien. Des dizaines de commentaires, des centaines de j'aime, des amis me félicitant, d'anciens collègues me souhaitant bonne chance. Et, nichés parmi eux, les questions confuses de la famille, des amis et des parents éloignés. Waouh, félicitations. Est-ce que Marc déménage avec toi? C'est soudain. Et le mariage? Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma cousine. Clara, que se passe-t-il? Ta mère vient de poster des photos de Sarah et Marc à la plage et tu déménages à Bordeaux. Je n'ai pas eu à dire un mot. La vérité se révélait d'elle-même. Ma simple annonce positive, juxtaposée à leur manque de respect flagrant, dressait un tableau très clair. Je passais à autre chose. Ils affichaient leur relation au visage de tout le monde. Les gens pouvaient tirer leurs propres conclusions. L'appel le plus important est arrivé ce soir-là. C'était mon père. Mes parents avaient traversé un divorce amer des années auparavant, et mon père avait toujours été le plus silencieux, le plus observateur. J'ai vu ta publication, ma chérie, dit-il, sa voix épaisse d'une émotion qu'il montrait rarement. Ta tante m'a appelé. Elle m'a dit ce que ta mère a raconté. Et elle m'a dit ce que Marc et Sarah ont fait. Il marqua une pause. Je suis tellement désolé, Clara. Je suis tellement désolé qu'il t'ait fait ça. Des larmes me piquèrent les yeux. C'est bon, papa. Je vais bien. Non, ce n'est pas bon, dit-il, et j'entendis une dureté s'insinuer dans sa voix, une colère qui reflétait la mienne. Marc est un petit entrepreneur dans le bâtiment. Tu sais, une bonne partie de ses meilleurs clients venaient de mes recommandations, n'est-ce pas? De mes amis architectes qui faisaient confiance à ma parole. Je sais, murmurai-je. Eh bien, dit-il, sa voix sombre et finale. J'ai passé quelques appels cet après-midi. Je leur ai dit que je ne pouvais plus, en bonne conscience, recommander Marc pour des projets. Je leur ai dit que ma recommandation était officiellement retirée.
Aucun homme qui fait ça à ma fille n'obtiendra jamais une autre recommandation de ma part. C'est fait. J'étais sans voix. C'était un geste si décisif, si final. Ce n'était pas seulement un soutien émotionnel. C'était une justice tangible. Il avait enlevé la seule chose que Marc appréciait le plus, l'apparence de succès et de respectabilité. Ma nouvelle vie avait commencé, et la démolition de la sienne venait de débuter. La vie à Bordeaux était une bouffée d'air frais. Je me suis jeté à corps perdu dans mon nouveau travail. Ma nouvelle équipe était incroyable, intelligente, motivée et heureusement inconsciente du drame que j'avais laissé derrière moi. J'étais juste Clara, la nouvelle chef de projet senior. Je n'étais pas la fiancée abandonnée ou la sœur trahie. J'étais une page blanche. J'ai trouvé un studio de yoga, découvert les meilleurs cannelés de la ville, et j'ai lentement recommencé à me sentir moi-même. Je n'avais eu aucune nouvelle de Marc, Sarah ou ma mère depuis mon départ. J'avais bloqué leur numéro, mais je savais que s'ils le voulaient vraiment, ils pourraient trouver un moyen. Pendant environ un mois, il n'y a eu que le silence. J'ai appris par des intermédiaires, principalement ma cousine, que les choses n'allaient pas bien à Lyon. Les appels de mon père avaient été d'une efficacité dévastatrice. Marc avait perdu 2 contrats majeurs du jour au lendemain. Les nouvelles vont vite dans ce milieu. Les gens parlaient. Mon départ simple et sans drame les avait fait paraître encore pire. J'étais à mon bureau un mercredi après-midi, plongé dans un tableur budgétaire, quand mon téléphone de bureau a sonné. C'était la réceptionniste en bas. « Clara, il y a un Marc Miller ici pour vous voir. Il dit que c'est personnel. Dois-je le faire monter ?» Mon sang se glaça. Marc, ici, à Bordeaux, dans mon immeuble de bureau. Comment m'avait-il même trouvé? L'audace était stupéfiante. Un instant, j'ai envisagé de dire à la réceptionniste d'appeler la sécurité. Mais un autre sentiment a pris le dessus. La curiosité. Je voulais le voir. Je voulais voir à quoi ressemblait un homme qui avait tout perdu. C'est bon, Julie, dis-je, ma voix étonnamment calme. Faites-le monter. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la paroi vitrée de mon bureau, regardant l'espace de travail ouvert. Quelques minutes plus tard, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et il est sorti. Il avait l'air terrible. Il était plus mince, ses vêtements étaient froissés et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. Ce n'était pas l'homme confiant et charmant que j'avais failli épouser. C'était un fantôme. Il m'a vu et s'est dirigé vers mon bureau. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, les bras croisés, et j'ai attendu. Il a poussé la porte et est entré, la fermant doucement derrière lui. « Clara » souffla-t-il, sa voix rauque. « Marc » dis-je. Ma voix était neutre. Pas de colère, pas de larmes, juste un ton plat et égal. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je devais te voir, balbutia-t-il, ses yeux parcourant mon bureau, admirant la vue, les nouveaux meubles, les symboles de mon succès. Ton bureau est sympa. Je ne t'ai pas demandé une consultation de design, dis-je froidement. Je t'ai demandé ce que tu faisais ici. Il a tressailli. Il a fait un pas de plus, les mains tendues comme pour implorer. J'ai fait une erreur, Clara. Une horrible, terrible erreur. Je l'ai juste fixé, mon expression indéchiffrable. Il a continué, les mots sortant en un flot désespéré. Ce n'était pas ce que tu penses. Sarah. Elle était si vulnérable, si perdue. C'est elle qui m'a dragué, Clara. Elle a manipulé la situation. J'étais faible. J'étais confus. J'essayais juste de l'aider. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seconde. Te quitter a été le plus grand regret de ma vie. C'était une performance pathétique et pleine de déni. Il essayait de faire passer ma sœur pour la méchante, lui-même pour la victime malheureuse, et moi pour sa juste salvatrice. Il s'attendait à ce que je sois flatté. Il s'attendait à ce que j'aie pitié de lui. Il s'attendait à ce que je sois la même femme indulgente et compréhensive qu'il avait laissée sur ce canapé il y a un mois. Il allait avoir un réveil brutal. Je l'ai laissé finir, le silence dans la pièce s'étirant jusqu'à devenir inconfortable. Puis j'ai parlé. « Tu as fini ?» ai-je demandé. Il cligna des yeux. « Quoi ? Tu as fini ton discours ?» ai-je clarifié. Parce que c'était un bon discours. Tu as abordé tous les points clés.
C'était la faute de ma sœur. Tu étais faible. Tu n'as jamais cessé de m'aimer. C'était très convaincant. Mais tu as oublié une partie. Il avait l'air confus. Quelle partie? J'ai fait un pas en avant, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que je puisse voir le désespoir dans ses yeux. La partie où tu pensais que j'étais une idiote. La partie où tu pensais que j'étais ton plan de secours, ton filet de sécurité. La partie où tu pensais que tu pouvais mettre ma vie en pause, aller coucher avec ma sœur, puis revenir en rampant quand ça n'a pas marché. Son visage pâlit. Non, ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, dis-je, ma voix dangereusement calme, mais tranchante comme un couteau. Il ne s'agissait jamais d'elle, Marc. Il s'agissait de toi, de ton arrogance, de ton manque de respect. Tu pensais que j'étais ta propriété. Tu pensais que j'allais juste attendre. Tu avais tort. Je suis retourné à mon bureau et j'ai pris mon téléphone. Maintenant, s'il te plaît, quitte mon bureau avant que je ne fasse escorter par la sécurité. Il est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Le fantôme de l'homme que j'aimais, réalisant enfin qu'il avait affaire à une femme complètement différente. Il a vu qu'il n'y avait plus rien pour lui ici. Pas de pardon, pas de seconde chance, rien. Sans un autre mot, il s'est retourné et est sorti de mon bureau. Ses épaules affaissées par la défaite. Je l'ai regardé partir, le regarder prendre l'ascenseur et disparaître. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai juste ressenti un sentiment simple et calme d'être enfin et complètement libre. Dans les mois qui ont suivi ma confrontation avec Marc, ma vie à Bordeaux s'est épanouie. J'excellais dans mon travail, gagnant le respect de mes collègues et la confiance de mes supérieurs. Je me suis fait des amis, de vrais amis, qui me connaissaient pour qui j'étais maintenant, pas pour qui j'avais été. J'ai même commencé à sortir de manière occasionnelle, redécouvrant ce que c'était d'être avec quelqu'un qui me regardait avec une admiration sincère, pas avec un intérêt personnel calculateur. Les nouvelles de Lyon arrivaient par bouffées sporadiques et indirectes, principalement de mon père ou de ma cousine. Elles dépeignaient un tableau sombre. L'entreprise de Marc était dans une spirale mortelle. Sans les recommandations de mon père, son vivier de projets haut de gamme s'était tari. Il acceptait apparemment de petits contrats peu rentables juste pour rester à flot. Ma mère, m'a-t-on dit, était furieuse, non pas contre Marc ou Sarah, mais contre moi et mon père pour avoir ruiné la vie d'un homme bien. Sarah, semblait-il, ne profitait pas de son prix. Le fantasme d'être avec l'homme plus âgé, charmant et prospère, s'était effondré en même temps que son compte en banque. Il vivait dans un petit 2 pièces exigu en centre-ville, celui qu'ils avaient prévu de prendre après que je sois parti. Ma cousine a mentionné avoir vu Sarah au supermarché. Elle avait l'air stressée et malheureuse, bien loin de la femme radieuse qu'elle avait prétendu être. Leur grande histoire d'amour, construite sur une fondation de mensonges, se fissurait sous la pression de la réalité. J'ai ressenti un sentiment de satisfaction distant et clinique, mais ce n'était pas le centre de ma vie. Leur chute était un bruit de fond dans la symphonie de mon propre succès. J'allais de l'avant et il n'était qu'un souvenir, une leçon apprise. Je pensais connaître toute l'histoire. Je pensais que les pires révélations étaient derrière moi. J'avais tort. L'appel est arrivé un samedi matin. C'était Olivia. Sa voix était étrange, tendue par une émotion que je ne pouvais pas tout à fait identifier. « Centilitres, dit-elle. Tu es assise. Je le suis maintenant, dis-je en m'affaissant sur mon canapé. Qu'est-ce qui se passe, Liv? Tu as l'air bizarre. J'ai trouvé quelque chose, dit-elle. Quelque chose que tu dois voir. Ma mère se débarrassait de son vieil iPad, celui que toute la famille partageait quand on était chez elle. Elle m'a demandé de l'effacer pour elle avant de le donner. Je parcourais les anciens comptes email pour les déconnecter et j'ai vu celui de Sarah. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. D'accord. Son compte était toujours connecté et il était synchronisé. Clara, il y avait tout. Des emails datant de plus d'1 an. Je suis restée silencieuse, attendant. Je ne fouinais pas, je te jure, dit Olivia, sa voix précipitée. J'étais sur le point de me déconnecter quand j'ai vu un objet qui m'a fait m'arrêter. C'était de Marc, d'il y a 10 mois. L'objet était notre plan. Une terreur froide m'envahit. Liv, qu'est-ce que ça disait? Clara, c'est pire que ce que nous pensions. Ce n'était pas une erreur.
Ce n'était pas une liaison récente. C'était une arnaque de longue haleine. Ils couchaient ensemble depuis près d'1 an. Ils avaient tout un plan. Je pouvais l'entendre feuilleter des papiers. Elle les avait imprimés. Je vais t'en lire un. Celui-ci est de Sarah à Marc, de décembre dernier. J'ai retenu mon souffle. La voix d'Olivia était plate, dénuée d'émotion alors qu'elle lisait les mots de ma sœur. Marc, tu dois être patient. Je sais que c'est dur, mais on ne peut pas tout faire exploser maintenant. La grand-mère de Clara est malade. S'il arrive quelque chose, Clara aura la maison. Nous avons besoin de cette maison. Tiens bon jusqu'après le mariage. Une fois que ton nom sera sur l'acte de propriété en tant que son mari, ce sera un bien conjugal. Alors tu pourras la quitter. Nous aurons la maison, la sécurité. Juste quelques mois de plus à faire semblant. Je peux le supporter. Et toi? J'ai fermé les yeux. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Ce n'était pas seulement de la tromperie. C'était un complot calculé et prédateur. Il ne se contentait pas de me trahir. Ils ciblaient l'héritage de ma grand-mère. Ils attendaient qu'elle meure. Ils voyaient mon chagrin, ma tragédie familiale, comme une opportunité financière. Ils voulaient mettre son nom sur l'acte de ma maison, l'endroit sacré que ma grand-mère m'avait laissé, puis me jeter de côté. Le divorce qu'ils prévoyaient aurait été financièrement dévastateur. Olivia continua de lire, sa voix tremblant de rage maintenant. Il y avait des emails de Marc, rassurant Sarah, parlant de leur avenir, de la façon dont ils redécoreraient la maison de ma grand-mère après mon départ. Ils avaient parlé du fonds universitaire que mes parents avaient créé pour moi, se demandant s'ils pourraient y avoir accès. Ils avaient choisi des meubles. Ils avaient planifié une vie sur les décombres de la mienne. Il y a plus, murmura Olivia. Ils parlaient de toi constamment, de ta confiance, de la facilité avec laquelle tu étais à duper. J'ai finalement retrouvé ma voix. Envoie-les-moi, dis-je. Envoie-moi tout. Quelques minutes plus tard, l'email est arrivé. J'ai ouvert le PDF. Page après page de leurs mots, de leurs plans, de leurs tromperies. J'ai fait défiler, mon doigt traçant leur cruauté désinvolte sur l'écran. Tout était là, noir sur blanc. Une embuscade émotionnelle et financière préméditée. Ma sœur et mon fiancé complotant ensemble dans le noir. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes pour eux. J'ai juste ressenti un sentiment de clarté profond et glaçant. Ce n'était plus une tragédie. C'était une scène de crime. Et on venait de me remettre la preuve irréfutable. Pendant une semaine, je n'ai rien fait avec les emails. Je ne les ai pas transférés à mon père. Je ne les ai pas publiés en ligne. Je ne les ai pas envoyés à Marc ou Sarah avec un triomphant « je sais ». C'était ma vérité privée et laide. C'était la confirmation finale que je n'avais pas seulement esquivé une balle. J'avais échappé à une embuscade méticuleusement planifiée. Connaître toute la profondeur calculée de leur trahison n'a pas rouvert la blessure. Elle l'a cautérisée. Elle a brûlé toutes les dernières bribes de doute ou de nostalgie déplacées. C'était une brûlure propre et stérile. Ma vie a continué. J'ai mené mon équipe à travers un lancement de produits difficiles, gagnant un bonus et d'autres éloges de la part de la direction. Je suis parti en week-end sur le bassin d'Arcachon avec un nouveau groupe d'amis. J'ai adopté un chien de refuge local, un terrier croisé hirsute que j'ai nommé Gus, dont l'affection inconditionnelle était un baume pour mon âme. Je construisais une vie si pleine et si brillante que les ombres de mon passé devenaient de plus en plus petites. Puis, environ un mois après la découverte d'Olivia, un email a atterri dans ma boîte de réception. Il provenait d'une adresse que je ne reconnaissais pas, mais l'objet m'a noué l'estomac. Nous devons parler. C'était de Sarah. J'ai failli le supprimer sans le lire. Que pouvait-elle bien avoir à dire qui ait de l'importance? Mais une curiosité morbide, le même sentiment qui m'avait fait dire à la réceptionniste de faire monter Marc à mon bureau, m'a fait cliquer pour l'ouvrir. L'email était long, décousu et dégoulinant d'apitoiement sur soi-même. C'était un chef-d'œuvre de délire narcissique. Elle me disait que Marc l'avait quitté. Son entreprise avait complètement échoué. Il était endetté et il lui avait tout reproché. Il l'avait traité d'erreur et était retourné vivre chez ses parents dans une autre région. Elle était expulsée de leur appartement. Elle n'avait pas d'argent. Elle ne trouvait pas de travail. Et puis venait la chute. Je sais que les choses étaient compliquées entre nous, écrivait-elle.
Mais tu es ma sœur, tu es de la famille. Tu as toujours été celle qui réussit, la chanceuse. Tu as eu l'héritage de grand-mère. Tu as eu la grosse promotion et le gros salaire. Ce n'est pas juste que je me retrouve avec rien. Ta nouvelle vie a été construite sur les cendres de la mienne, et tu me dois quelque chose. J'ai parlé à un avocat, et il a dit que la famille a des obligations. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin de 5 000 € pour trouver un nouvel appartement et me remettre sur pied. C'est le moins que tu puisses faire après ce que ton père a fait à Marc, ce qui a fondamentalement ruiné ma vie aussi. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. J'ai éclaté de rire. C'était d'une audace à couper le souffle, si complètement dépourvu de conscience de soi que c'en était presque une performance artistique. Il n'y avait aucune excuse, aucun remords, aucune reconnaissance de la douleur qu'elle avait causée, juste une exigence. Elle avait essayé de voler ma maison, mon avenir et ma santé mentale. Et maintenant que son plan avait échoué, elle se sentait en droit d'avoir mon argent. Elle me reprochait les conséquences de ses propres actions. Un instant, j'ai envisagé de lui renvoyer le PDF de ses propres emails. Un simple et brutal échec et mat. Mais à quoi bon? Ça ne lui donnerait pas une conscience. Ça ne lui donnerait que la satisfaction dramatique d'être prise. Elle ne méritait même pas ça. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à taper. Ma réponse fut courte. C'était la dernière chose que je lui dirais jamais. Sarah, écrivis-je, tu as raison sur une chose. Je réussis. J'ai construit une nouvelle vie pour moi-même, non pas sur les cendres de la tienne, mais à partir des cendres de celles que toi et Marc avez essayé de réduire en cendres. Tu n'as droit ni à ma maison, ni à mon bonheur, ni à mon argent. Mon père n'a pas ruiné la vie de Marc. Marc l'a ruiné lui-même, avec ton aide. La vie que tu as maintenant n'est pas de ma faute. C'est le résultat direct des choix que tu as faits. Je ne t'enverrai pas d'argent. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Mon dernier cadeau pour toi est ce conseil gratuit, le vrai succès, celui qui dure, est bâti sur l'intégrité, pas sur la tromperie. J'espère qu'un jour tu le comprendras. Considère la vie que tu as maintenant comme le prix des choix que tu as faits. Je te souhaite le meilleur, mais je n'en ferai pas partie. J'ai signé simplement, Clara. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai créé un filtre pour envoyer tout futur email d'elle ou de toute adresse similaire directement à la corbeille, non lu. Je l'ai bloqué sur toutes les plateformes. J'ai coupé le dernier lien toxique. Cela fait 2 ans depuis ce jour. Ma vie est belle. C'est plus que bien. C'est la mienne. Gus ronfle à mes pieds pendant que j'écris ceci. Ma carrière est florissante. Je suis dans une relation amoureuse et saine avec un homme qui me respecte, un homme qui trouve que mon indépendance est ma qualité la plus attrayante. Je parle à mon père chaque semaine. Je n'ai pas parlé à ma mère ou à ma sœur depuis ce jour terrible dans mon ancien salon. Parfois, la seule façon de guérir une blessure est d'amputer le membre infecté. La pire chose qui me soit jamais arrivée n'a pas été de perdre un fiancé ou une sœur. La pire chose a été de réaliser que j'avais construit ma vie autour de personnes qui voyaient mon amour comme une ressource à exploiter. Et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée a été d'avoir l'opportunité brutale, douloureuse et libératrice de tout brûler et de construire quelque chose de nouveau, de plus fort, de réel, sur mes propres fondations.